Bonjour YouTube, comment ça va? Oui, on va bel et bien parler aujourd'hui de l'iPad Air de 5e génération qui sort le vendredi 18 mars prochain, donc dans quelques jours à peine. Et encore une fois en avant-première, alors comme d'habitude, si vous adorez ces vidéos où on découvre les produits un peu avant leur sortie, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu dans la barre des pouces bleus pour qu'il y ait encore plus de vidéos dans le futur. Ça fait quelques jours qu'il est là cet iPad dans son coloris bleu, un iPad donc de 5e génération que j'utilise au quotidien depuis quelques jours pour aujourd'hui vous faire un retour d'expérience sur justement l'utilisation de cet iPad, ce qu'il peut apporter, ce qu'il change et surtout est-ce que oui ou non ça vaut le coup de l'acheter, sachant qu'aujourd'hui la gamme complète des iPads est très particulière et très dense en soi, puisqu'il y a des iPad mini, des iPad Air, mais également des iPad Pro disponibles dans deux formats et tous les iPads aujourd'hui se ressemblent de plus en plus. Donc ne vous inquiétez pas si jamais vous êtes un peu perdu dans tout ce monde-là, je vous prépare une vidéo justement sur un guide d'achat de ces nouveaux iPads, en tout cas pour ce début 2022. Petit point historique avant de rentrer un peu dans le vif du sujet de cet iPad, on se souvient en 2013 Apple a donc lancé l'iPad Air de première génération qui était un iPad qui tout simplement avait diminué en poids drastiquement, avait diminué en taille infiniment parlant également. Plusieurs années sont passées, des dizaines d'iPads et de styles et de formats sont sortis depuis. Nous voilà donc en 2022 et Apple sort cette 5e génération de l'iPad Air qui en presque tout point est identique à l'iPad de 4e génération qu'Apple avait pu sortir fin 2020. Un iPad Air qui embarquait le nouveau design avec les bords francs totalement en aluminium avec cet écran de 10,9 pouces, écran en Liquid Retina avec les angles arrondis, un écran de bonne qualité mais qui n'est pas au calibre des iPad Pro, mais en même temps faut qu'il y ait des différences. L'iPad Air c'est un super produit depuis qu'Apple l'a sorti ou en tout cas l'a renouvelé fin 2020 parce que c'est un iPad qui en soi englobe tout ce dont on a vraiment besoin dans une tablette aujourd'hui. Un nouveau format, un nouveau design, une bonne puissance, un bel écran, un grand écran aussi surtout. Quelles sont donc les nouveautés qu'Apple a intégrées à cet iPad et surtout est-ce qu'elles valent le coup sachant qu'elles se rapproche petit à petit des iPad Pro, je vais tout vous dire. Donc déjà, premièrement, côté design, il n'y a rien qui change, sauf deux points. Premièrement, les coloris, il y en a des nouveaux qui sont exactement les mêmes que ceux que l'on retrouve, pourquoi pas, avec les iPad mini. À savoir du gris sidéral, de la lumière stellaire, du rose, du bleu et du mauve. Vous le voyez donc, moi j'ai le coloris bleu et par exemple pour l'iPad Air de 4e génération, j'avais le coloris bleu ciel. Donc ce sont deux bleus un peu différents, mais qui sont quand même très sympas. Et l'autre point de design qui change un peu, c'est tout simplement que désormais, ça c'est une révolution, il y a marqué iPad Air en bas de l'iPad, et sauf qu'Apple ne l'a jamais fait dans ses produits, en tout cas sur ses iPads, de marquer la dénomination du produit en question. L'iPad mini n'a pas marqué mini, l'iPad Pro n'a pas écrit Pro derrière. Moi ce design je l'apprécie grandement pour une tablette parce que c'est joli, c'est robuste, ça tient bien en main, et surtout l'iPad Air c'est vraiment un beau produit qu'Apple a su vraiment garnir de plein de technologies. Donc oui, l'iPad Air pour moi aujourd'hui c'est le peut-être meilleur iPad niveau rapport qualité-prix qui puisse exister pour monsieur et madame tout le monde, tout en pouvant toucher des choses qu'on ne pourrait peut-être pas faire avec l'ancienne génération. Comme c'est un iPad Air, on n'a pas Face ID par exemple d'embarquer, mais on a toujours le Touch ID qui avait été lancé justement dans le bouton d'allumage avec l'iPad Air de 4e génération. L'écran donc je vous le redis, 10,9 pouces, un écran Liquid Retina, donc c'est une dalle qui n'est pas OLED à l'inverse des iPad Pro, mais une dalle qui reste en LCD, de très bonne définition. Ce n'est pas également un écran ProMotion comme les iPad Pro, c'est un écran uniquement en 60 Hz. Un écran qui embarque bien entendu iPadOS qui est le logiciel qu'Apple a changé en 2019 pour l'intégrer dans ses iPads, pour se séparer petit à petit d'iOS qui pour le coup est uniquement réservé aux iPhones et aux iPod Touch, ne les oublions pas. Les bordures sur les côtés sont exactement comme l'iPad Air de 4e génération, c'est un peu plus large par exemple qu'un iPad Pro, mais en soi au quotidien ça ne change pas grand chose. Qu'il y ait des bordures un peu plus épaisses ou un peu plus fines, ça changera pas votre vie. On a toujours un port USB-C intégré juste en dessous du produit, un port USB-C qui nous permettra d'échanger des données mais également de recharger le produit. Port USB-C ultra pratique pour une polyvalence entre prendre pourquoi pas un seul câble et charger son ordinateur, sa tablette et pourquoi pas ses smartphones si on n'a pas d'iPhone. On a toujours un mode stéréo qui existe quand on passe en paysage, donc dès que vous tournez votre tablette, vous avez un son stéréo qui est disponible et ça c'est génial. Bref, on a un iPad niveau design qui est complet. Il resterait peut-être une chose à mettre à jour et j'espère en tout cas qu'un jour ça arrivera, c'est la recharge par induction, la recharge sans fil. Alors certes, ça peut être peut-être compliqué de charger une tablette sans fil sur un galet, en tout cas pourquoi pas pour du MagSafe, mais ce serait quand même pratique parce que là du coup l'iPad il faut tout le temps penser à le brancher, même si la batterie qui est annoncée par Apple de 10 heures, tout comme l'iPad de première génération, et ça n'a jamais changé sur n'importe quel iPad depuis sa création, la batterie 10 heures tient vraiment 10 heures et ça c'est un excellent point. Quand on a un iPad, quand on l'utilise, on sait vraiment que la batterie va durer et on n'est pas souvent en manque de batterie, on n'est pas souvent à se dire mince, je l'ai pas chargé, il n'y a pas de batterie. Dans le cas de cet iPad Air de 5e génération, c'est la même chose, la batterie est excellente. La première grosse nouveauté concernant cet iPad Air, c'est bien entendu la compatibilité avec la 5G. 5G qui est déjà disponible, on sait, dans beaucoup d'iPhone, mais également
présente dans les iPad Pro. Et bien désormais, cette 5G débarque dans l'iPad Air. Je vais pas vous cacher que moi, je ne suis pas le style de personne qui va mettre une puce, une carte SIM, une eSIM même dans son iPad, parce que finalement, j'utilise le partage de connexion quand je n'ai besoin. Et un iPad, à part l'utiliser chez soi ou pourquoi pas en déplacement dans un hôtel où il y a du Wi-Fi, bah, je vais pas l'utiliser dans la rue. Je suis pas ce style de personne. Par contre, le fait que la 5G soit compatible, encore une fois, c'est un excellent point. Si vous avez besoin de votre tablette en déplacement pour récupérer des fichiers, pour envoyer des fichiers, une petite tablette de 10,9 pouces compatible 5G, c'est quand même vachement pratique. Autre point, bien entendu, qui change et qui évolue, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, c'est la caméra, mais cette fois-ci à l'avant. C'était un point qui manquait à l'iPad Air de 4ème génération, dont tous les autres iPads avaient finalement. C'était une caméra avant de 12 millions de pixels en ultra grand angle qui prend en compte le cadre centré. Cadre centré qui est tout simplement la possibilité pour la caméra, lorsque l'on va faire une visioconférence sur WebEx, sur FaceTime, sur Zoom, sur plein d'applications, de vous suivre du regard si vous bougez un peu dans la scène, de zoomer sur vous si vous vous éloignez, de dézoomer si vous vous rapprochez, ou pourquoi pas si des personnes arrivent dans la scène, de prendre toutes les têtes. C'est une excellente chose ce cadre centré. À l'heure des visioconférences que l'on fait tous depuis plus de 2 ans, c'est quand même très pratique. Aujourd'hui, tous les iPads en sont lotis et ça c'est très bien. Et donc bien entendu, le gros point de cet iPad qui change, et c'est le dernier en soi, c'est la puissance. On passe d'une puce A14 Bionic de l'iPad Air de 4ème génération à tout simplement la puce Apple M1, qui est donc la puce qu'Apple a mis dans ses Mac, par exemple des MacBook Air, des MacBook Pro, des Mac Mini, des iMac, mais également dans ses iPads, en tout cas pour les iPad Pro 11 ou 12,9 pouces. Et bien désormais, cette puce M1 débarque dans un iPad Air. Et on peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi avoir fait ce choix de démocratiser à ce point une puce qui est de base réservée à des ordinateurs un peu puissants pour la mettre dans un iPad qui est certes puissant, mais dont on va pas faire autant de choses que l'on pourrait faire, pourquoi pas, avec un ordinateur ou avec un iPad Pro qui nécessite peut-être une plus grande puissance, de par, premièrement, son meilleur écran, ses meilleures performances, sa meilleure latence pour l'Apple Pencil. Bref, pourquoi Apple a donc mis cette puce M1 dans cet iPad et est-ce que finalement on peut vraiment s'en servir? Je vais essayer d'apporter un brin de réponse en tout cas de ce que j'ai pu moi expérimenter. Je pense qu'Apple met cette puce M1 dans cet iPad pour vraiment proposer un éventail ou tout du moins le maximum de produits avec la puce M1 pour avoir vraiment un écosystème basé sur la même puce. Peut-être même qu'un jour, les iPhones pourraient également avoir une puce M1, M2, M3, ça dépend. La puce qui est la plus grand public possible. Une puce qui finalement aujourd'hui permet de faire vraiment beaucoup de choses, mais dont sur l'iPad, on est encore une fois trop limité. Et je pense qu'Apple, peut-être, en tout cas j'espère, prend les devants à mettre des puces M1 un peu partout pour qu'à terme, d'ici quelques semaines, quelques mois, peut-être même quelques années, eh bien Apple propose quelque chose qui sorte en logiciel, qui soit pris en compte uniquement de par les puces M1 au minimum, et qu'en ayant mis cette puce M1 dans le maximum de ses produits, finalement tous les produits un peu courants puissent avoir ce logiciel, puissent avoir cette compatibilité. C'est le seul élément de réponse qui moi me permettrait de comprendre pourquoi Apple met une puce M1 dans un iPad Air comme celui-ci par exemple. Parce que outre avoir une puce M1 qui offre beaucoup de puissance, on fait pas grand chose de plus avec une puce M1 dans un iPad Air de 5ème génération qu'un iPad Air de 4ème génération avec un A14 Bionic. Parce que l'A14 Bionic c'est ultra puissant, je vous rappelle que c'est la puce qui est intégrée dans les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max. C'est une puce qui est extrêmement puissante, extrêmement efficiente. Avoir une puce M1 dans un iPad Air qui finalement va être bridé de par deux choses. D'un côté le logiciel, on le sait, iPadOS certes ça a évolué depuis quelques années, mais c'est toujours pas au point pour aujourd'hui qu'un iPad remplace un ordinateur ou vienne en complément d'un ordinateur pour vraiment travailler comme on se doit de travailler avec un ordinateur. On n'a pas le petit plus qui fait que oui, la puce M1 aujourd'hui, en tout cas en mars 2022, nous permet de faire beaucoup plus de choses qu'on ne peut pas faire si on a une puce par exemple A14 Bionic. Sauf bien entendu sur certains points, sur certaines applications, pour certains cas et certains usages, mais encore une fois c'est pour une infime partie de la population et je pense vraiment que ce style de personne qui va avoir besoin de beaucoup de puissance dans un iPad va peut-être plus facilement se tourner sur un iPad Pro 11 pouces par exemple avec son petit format et sa grosse puissance, qui plus est avec son meilleur écran, son double appareil photo, son scanner LiDAR, mais également son port USB-C compatible Thunderbolt 4, qui n'est pas le cas par exemple sur un iPad Air de 4ème génération. Donc je comprends pas trop pourquoi Apple a mis justement une puce M1 dans un iPad Air, si ce n'est peut-être préparer le futur pour que peut-être en juin, lorsqu'Apple va tenir sa WWDC, présentera iPadOS 16 qui permettrait, pourquoi pas, un logiciel qui soit pris en compte uniquement avec des iPads qui embarquent une puce M1. Et ça, ce serait quand même une excellente nouvelle. Et l'autre point, c'est encore une fois la compatibilité, ou en tout cas la peut-être non-compatibilité d'un iPad Air de 5ème génération qui embarque malgré tout une puce M1 avec des écrans externes sur un Pro Display XDR. Cet iPad, quand je le connecte, j'ai uniquement de la recopie vidéo, on peut pas faire grand chose de plus. Et je trouve ça encore une fois frustrant d'avoir autant de puissance, d'avoir un si bel objet, mais d'être limité à de la recopie vidéo quand on pourrait avoir tellement mieux. Donc j'attends beaucoup, encore une fois, l'iPadOS 16 en juin prochain pour justement, j'espère que l'iPad reprenne vie et surtout devienne un vrai produit à part entière, quitte à peut-être titiller un peu les Macs, mais je pense que ça ferait du bien et à Apple et surtout aux consommateurs
d'avoir le choix d'avoir un produit tactile ultra puissant et polyvalent, ou alors un ordinateur qui est un peu plus classique, avec beaucoup plus de puissance, mais des applications différentes. Affaire à suivre. Bien entendu, aujourd'hui, il y a des applications qui prennent en charge la puce M1, mais ça reste minime. On a du Pixelmator pour tout ce qui est intelligence artificielle, pour le machine learning, on a LumaFusion, on a des applications de réalité augmentée. Donc encore une fois, c'est pour une infime partie de la population, mais je pense que monsieur et madame tout le monde ne va pas acheter un iPad pour utiliser ces applications, et si ils en ont besoin, ils vont peut-être plus se tourner vers un iPad Pro qui est bien mieux spéqué, certes plus cher, mais bien mieux spéqué, et qui du coup permettra de faire beaucoup plus de choses. Donc voilà, je reste un peu sur ma faim malgré le fait qu'on ait une grosse puissance dans l'iPad, mais on peut pas faire grand chose avec cette puissance, je trouve. Donc c'est un peu dommage. Quoi qu'il en soit, cet iPad Air de 5e génération remplace donc cet iPad de 4e génération à 699 € en 64 Go. Là encore, c'est un peu dommage d'avoir uniquement 64 Go parce que directement après on passe en 256 Go, il n'y a pas l'entre-deux du 128 Go. Ça, c'est un peu dommage. Si vous avez des questions, bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour que je puisse échanger avec vous et vous répondre si jamais vous en avez. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, et puis quant à nous, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.